Saddam Hussein persiste et signe la libération des otages contre la levée de l'embargo et le départ des forces américaines. La France durcit sa position militaire et s'aligne sur les États-Unis et la Grande-Bretagne. Évasion collective à la prison de Bastia, 5 détenus sont toujours en fuite. 650 millions de centimes pour un poulain de 18 mois, vente record à Deauville malgré l'absence des acheteurs traditionnels. Bonsoir. À la litanie du discours de Saddam Hussein, libération des otages contre retrait des forces américaines et levée de l'embargo. Alors que l'on est ce soir sans nouvelles de 27 Français, le président irakien réaffirme qu'il détient les ressortissants étrangers pour éviter une catastrophe. Alain Chabot. Bagdad laissera partir les Occidentaux si les troupes américaines se retirent d'Arabie Saoudite. Dans ce même communiqué lu à la télévision, Saddam Hussein précise que c'est pour rouvrir le dialogue avec les pays hostiles que l'Irak maintient des étrangers sur son territoire. En attendant, les Français semblent plus que jamais pris en otage. 26 de nos ressortissants, bloqués dans un hôtel de Bagdad, auraient été transférés vers une destination inconnue en territoire irakien. Peut-être sur le site des fameuses installations militaires et économiques que l'Irak compte protéger en se servant des étrangers comme boucliers. Par ailleurs, à Koweït City, un Français aurait également disparu de la même manière. Des informations confirmées par le Quai d'Orsay qui a officiellement protesté auprès de Bagdad. Au total, c'est plus de 500 de nos compatriotes qui sont toujours bloqués sur place et les ambassades de France au Koweït et à Bagdad seraient en contact quotidien avec la plupart d'entre eux. Autre sujet d'inquiétude, l'Irak a une nouvelle fois ordonné aujourd'hui aux ressortissants occidentaux de se regrouper dans 3 hôtels de Koweït City, le Hyatt Regency, le Méridien et l'hôtel Hilton. Pareille mesure avait déjà été décidée en vain jeudi à l'égard des Américains et des Britanniques, mais cette fois le communiqué précise que la sécurité de ceux qui refuseraient d'obéir ne serait pas garantie. Pareille fermeté contraste avec l'annonce cet après-midi à Bagdad que certains Autrichiens, Suédois, Suisses, Finlandais et Portugais pourraient quitter l'Irak tout comme ces Polonais, leur pays n'ayant pas envoyé de troupes et de matériel dans la région. Mais pour la plupart des Occidentaux, la situation reste suffisamment préoccupante pour que le Conseil de sécurité de l'ONU exige depuis la nuit dernière que l'Irak laisse partir tous les étrangers retenus dans le pays. Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU qui devrait tenir une nouvelle session extraordinaire dans un délai très bref et qui pourrait adopter très rapidement des mesures militaires contre l'Irak. En direct à Dijon, Monsieur Levôtre, vous êtes le père de l'un des 27 Français dont on est sans nouvelles en Irak. Depuis quand n'avez-vous plus de nouvelles de votre fils ? Depuis aujourd'hui, 11 heures, le ministère des Affaires étrangères m'a signifié par téléphone que toute relation était interrompue avec nos ressortissants français à l'hôtel où Philippe et ses compagnons étaient retenus. De quand date la dernière communication avec votre fils? Écrite ou téléphonée? Non, alors on communiquait par l'intermédiaire d'une antenne du ministère des Affaires étrangères qui communiquait par duplex et on pouvait passer des messages quasiment personnalisés. Alors, que vous disait-il dans les dernières communications? Il vous a fait part de sa peur? Non, pas du tout, qu'ils étaient bien traités. En fait, c'était la prison dorée et on savait où il se trouvait. C'était très important. Alors, il est seul ou avec sa famille aujourd'hui en Irak? Ah non, il n'est pas avec sa famille. Mon fils voyageait seul dans cet avion de la compagnie anglaise. Et il était donc avec d'autres, les 26 Français qui ont été pris dans l'avion et emmenés dans des hôtels de Bagdad. C'est le plus pur hasard donc qui a fait que le 2 août, il s'est trouvé sur le territoire irakien. Évidemment. Quels sont vos contacts aujourd'hui avec le Quai d'Orsay? Que vous dit-on au ministère des Affaires étrangères? Écoutez, mon dernier contact date de 11 h ce matin, quand on m'a signifié qu'il y avait de possibilités de communication avec eux. Et depuis là, on est sans nouvelles, on ne sait pas où ils se trouvent. C'est tout. Alors j'essaierai, de toute façon, je vais essayer de téléphoner, mais bon, je suis sceptique quant à un retour à la normale, dans la mesure où les choses n'ont pas tendance à évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la paix.
Merci Monsieur Levôtre pour ce témoignage en direct de Dijon. Certains ressortissants, Alain Chabot le disait tout à l'heure, européens, sont autorisés à quitter l'Irak car ils n'ont pas, leur pays n'ont pas envoyé de troupes et de matériel dans la région. C'est le cas notamment de la Pologne, de la Suisse, de la Suède, de l'Autriche, de la Finlande ou encore du Portugal. Alors, quelle est justement la position officielle de la France? Jérôme Catala est au Quai d'Orsay. Les ambiguïtés concernant la position française ne sont pas levées, non, mais la position française a tout de même évolué vers plus de fermeté, se rapprochant d'ailleurs un peu de la position américaine. Pourquoi ce changement? Eh bien essentiellement parce que ici, au Quai d'Orsay, les inquiétudes concernant le sort des Français retenus en Irak et au Koweït se font plus précises, d'où deux conséquences directes. Sur le plan militaire, tout d'abord, les nouvelles instructions données à la force navale française dans le Golfe, vérification, contrôle et contrainte. Sur le plan diplomatique, la France va désormais appuyer à l'ONU l'idée de la création d'une vraie force multinationale dans le Golfe. Bref, on se rapproche vraiment des thèses américaines et cette pression française se concrétisera peut-être mardi, c'est-à-dire dans 2 jours, lors du Conseil restreint de l'Elysée, à moins que d'ici là, la France ne reçoive de nouvelles assurances irakiennes quant au sort de ses ressortissants. Et depuis le 2 août, les dispositions militaires françaises n'ont cessé d'évoluer dans le sens d'une plus grande fermeté. Les faits rappelés par Pierre Babet. Pour en arriver là, c'est-à-dire arrêter puis inspecter ce pétrolier irakien, la vedette américaine Reid aura dû tirer 9 salves de semonces devant la proue du Kanakin. Même scénario, 3 salves pour le croiseur Bradley et le pétrolier irakien Baba Karkar. C'était hier de part et d'autre du détroit d'Ormuz, les tout premiers coups de feu américains dans le golfe Persique. Aujourd'hui, les bâtiments de guerre français reçoivent pour instruction d'appliquer avec fermeté les mesures de vérification, contrôle, contrainte pour faire appliquer l'embargo décidé par l'ONU. Embargo, interdiction, blocus, la querelle sémantique s'efface ce soir devant le durcissement de la situation sur le terrain. À terre, le dispositif militaire continue lui aussi de se renforcer. Exemple, l'Égypte expédie 2000 soldats supplémentaires qui s'ajoutent aux 2000 déjà sur place, aux 1200 Marocains, aux 1000 Syriens et surtout aux 20 000 Américains déjà arrivés sur le territoire. C'est le Pentagone qui révèle aujourd'hui ce chiffre en précisant que le matériel lourd n'est pas encore au complet. La 24e division d'infanterie mécanisée, spécialisée dans la guerre du désert, attend ses blindés. Ils sont encore à bord de navires de transport. L'armée américaine s'apprête à réquisitionner des moyens de transport civils pour augmenter ses capacités logistiques et renforcer ainsi son dispositif dans le désert saoudien. Notre invité, le général Buis, spécialiste des problèmes stratégiques et du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui nous sépare ce soir de l'état de guerre? À mon avis, beaucoup de choses encore, en dépit des déclarations qu'on entend à gauche et à droite. Techniquement, pour faire la guerre à une armée d'1 million de soldats qui viennent de passer 8 ans dans les tranchées, arqués face à une puissance iranienne non négligeable, il faut tout de même avoir plus de 45 000 ou 50 000 hommes qu'un premier mouvement de transport a pu amener en Arabie, et surtout sans avoir leur armement lourd. Il faut également une noria logistique considérable en dépit des bases que les États-Unis ont tout autour du nord-ouest de l'océan Indien. Donc, à mon avis, c'est une affaire, si l'on va dans la guerre classique, c'est une affaire de mois. Peut-on parler d'une guerre classique alors que la nature du terrain, la nature même du conflit, la nature même des forces en présence ne sont pas traditionnelles? Je pense à la guerre classique. Comme pour les gens qui ont un peu de mémoire, ça rappelle la bataille entre Rommel et Montgomery, entre Tripolitaine et Cyrénaïque dans les années 41, 42, 43. Ils avaient des armements classiques, des chars, des avions. On s'affrontait sur ce terrain idéal qu'est le désert. C'était presque du Kriegspiel, n'est-ce pas? Eh bien ça, je ne le vois pas dans ce coin du monde, en tout cas de longtemps, parce qu'il a fallu des années pour avoir les approvisionnements nécessaires à ce genre d'opération. Alors, il y a eu de nombreux coups de semonce dans le Golfe depuis hier soir. La marine américaine a tiré sur des pétroliers irakiens sans les toucher. Quelle peut être la prochaine étape de l'intimidation américaine? Eh bien, c'est de resserrer ce blocus, à mon avis. Je ne peux pas présager d'un coup inimagignable, d'un saut de parachutiste sur la route stratégique de Bagdad à l'est de l'Euphrate. Je ne peux pas, ni sur la veine jugulaire qu'est la route de Basra à Bagdad, par exemple. Je prends des objectifs possibles pour des parachutistes. Tout peut se faire de ce côté-là. Mais
Une opération militaire cohérente pour la gagner par des forces conventionnelles, je la vois lointaine. Les forces navales françaises ont été autorisées au même titre que les forces britanniques à utiliser la force? Oui, moi je n'aime pas ça. Ce que je n'aime pas surtout, c'est que la force soit là. C'est ça qu'on retient l'opinion arabe. Deux dernières petites questions. Saddam Hussein peut-il prendre, à votre avis, le risque d'utiliser les armes chimiques, cette fois en dehors de ses frontières, car il faut rappeler qu'il les a déjà utilisées voilà, chez lui? Alors là, c'est un problème intéressant, c'est le problème de la dissuasion. Ce n'est pas le problème de l'utilisation d'une arme. L'arme chimique, on a fait beaucoup d'études là-dessus, on a toujours le fantasme d'Ypres et de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas fait pour briser un front, ce n'est pas fait pour gagner une bataille. L'arme chimique, c'est une arme dissuasive qui est faite pour être tirée sur les populations civiles loin dans l'arrière. Exactement comme l'arme nucléaire. Alors s'il est vrai que l'arme chimique est l'arme nucléaire du pauvre, s'il est vrai que les Iraniens en disposent et du moyen de la délivrer, s'il est vrai que Saddam Hussein est crédible quand il dit qu'il le fera, et il l'a dit au mois d'avril, à ce moment-là, il appartient à l'adversaire de mesurer jusqu'où il peut aller. Un dernier petit mot, quel peut être aujourd'hui, puisque le conflit, vous le disiez, n'est pas classique, le rôle des services secrets de la CIA aujourd'hui? Eh bien, ça peut être un rôle comme on l'a connu dans le passé, dans la région, dans l'Iran, dont on n'a pas parlé, qui est un pays très important là pour la police du Golfe d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que pour l'Iran, le Golfe est le Golfe Persique. Mais moi, j'ai vécu personnellement, comme attaché militaire autrefois, le coup magnifiquement monté par la CIA qui a renversé Mossadegh, qui avait nationalisé le pétrole, et ramené le Shah qui était parti en Italie. Mais ça, c'était enlevé par la CIA américaine. C'est possible ou pas? Ça, c'est quoi donc? Ça, c'était un miracle que les Iraniens eux-mêmes regrettaient le lendemain. Mais c'était fait. Alors, enlever Saddam Hussein, c'est une autre histoire. Je vous remercie pour ce témoignage. Invité du forum RMC Libération, l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Jean-François Poncet, a estimé, lui, que tous les coups étaient désormais permis contre le chef du gouvernement irakien, Saddam Hussein. Il semble qu'il a d'ores et déjà poussé l'escalade très loin, que nous sommes sortis de ce qui était une grave illégalité, une grave violation du droit international, l'agression et l'annexion du Koweït, et que nous sommes entrés dans un viol des principes humanitaires qui régissent la société internationale. Et qu'à partir de maintenant, à mon avis, tous les coups sont permis contre Saddam Hussein. Quelques 150 personnes se sont rassemblées cet après-midi, place de la République à Paris, pour protester, je cite, contre l'intervention américaine et affirmer leur solidarité avec Saddam Hussein. Les manifestants ont répondu à l'appel de 4 associations maghrébines, l'Association des Tunisiens de France, Immigration et Culture, l'Union des travailleurs arabes et le Rassemblement de l'Ère Nouvelle pour l'Union du Grand Maghreb. Aux portes de l'Irak, la Jordanie est chaque jour un peu plus débordée par l'afflux de réfugiés. De toute nationalité, ceux qui ont fui l'Irak ou le Koweït campent où ils le peuvent à Amman et envahissent leurs ambassades à la recherche d'un visa qui leur est parfois refusé pour des raisons politiques. À Amman, reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-Claude Perper, Yvon Delot. Comme au temps les plus sombres de l'histoire arabe, les mosquées ont retrouvé leur rôle de refuge pour les croyants dans la détresse. Ici, à la mosquée Abu Ghura d'Amman, ce sont les Yéménites chassés du Koweït par la guerre qui se sont regroupés. Depuis le 3 août, ils sont près de 3000 à errer d'une mosquée à l'autre. Là, ils passent leur nuit, reçoivent de la nourriture. Ils attendent un visa pour traverser l'Arabie Saoudite et enfin rentrer chez eux. Ils n'ont plus un sou. Les liasses vertes de dinars koweïtiens n'ont plus que le prix du papier. Il y a 2 semaines, un dinar koweïtien s'échangeait près de 4 $. Aujourd'hui, on le troque au 10e de sa valeur. D'autres préfèrent attendre devant leur ambassade, transformant ce quartier huppé de Jabal Oman en camp de nomades où chacun veille sur ses biens. Certains recourent aux écrivains publics qui ont afflué autour de la chancellerie pour remplir les formulaires. Demande de visa souvent accompagnée d'une supplique au style ampoulé à son Excellence, le frère arabe ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite. Et ils attendent là, avec cette patience fataliste qui, en Orient, peut masquer la colère. Nous demandons au peuple et au gouvernement saoudien pourquoi ils mettent tant d'obstacles à nous accorder un visa, à nous, gens du Yémen. Nous leur demandons pourquoi. Pourquoi selon vous? Nous sommes tous des Arabes, des frères, et ils nous empêchent de passer. Qu'ils nous donnent une chance. Tout à coup,
Un frisson parcourt la foule. Un diplomate juché sur le mur d'enceinte tient une liasse de passeports. Aujourd'hui, une cinquantaine de réfugiés pourront partir. Tous les autres iront ce soir encore frapper à la porte des mosquées, écouteront la radio pour trouver quelque espoir. Demain, après-demain, peut-être obtiendront-ils ces visas accordés au compte-gouttes. La plupart des pays arabes, en effet, surtout ceux qui se sont mobilisés contre l'Irak, tiennent à contrôler étroitement ces migrants qui n'ont plus rien à perdre. Je pense que tous ici, nous sommes pour l'Irak. Nous pensons que l'Irak est dans son plein droit. Tous ces réfugiés constituent une arme formidable pour Saddam Hussein. Il y a en Irak et dans le Koweït occupé plus de 2 500 000 ressortissants arabes, dont 1 900 000 Égyptiens, des gens qui, ruinés s'ils rentraient dans leur pays, seraient un dangereux ferment de déstabilisation. En Europe maintenant, crise politique ce soir en Allemagne de l'Est. Les sociaux-démocrates est-allemands ont décidé ce soir donc à Berlin-Est de quitter la coalition gouvernementale dirigée par le Premier ministre chrétien-démocrate Lothar de Maizière. Les députés sociaux-démocrates se sont rangés à l'avis de la direction du parti et de leur groupe parlementaire en adoptant une motion prônant le retrait de leur soutien au gouvernement par 66 voix pour, 5 abstentions et 4 voix contre. Le trafic ferroviaire est redevenu normal cet après-midi sur l'ensemble du territoire français. Si la mobilisation des opposants au TGV Méditerranée n'a pas eu l'ampleur escomptée par les organisateurs, le but a été atteint puisque le trafic ferroviaire a été totalement désorganisé dans le sud. Les trains ont eu jusqu'à 4 heures de retard et les explications ont parfois été pour le moins viriles. Béatrice Nivois. L'objectif a été atteint pour les opposants au tracé TGV Méditerranée. 9 gares ont été occupées hier sur 6 départements, Bouches-du-Rhône, Drôme, Hérault, Gard, Var et Vaucluse. Pourtant, les responsables de la SNCF s'attendaient à des conséquences plus dures. 44 trains de voyageurs, 20 convois de marchandises ont été bloqués ou retardés, parfois plus de 5 heures. En tout, ce sont 20 000 voyageurs qui ont été pénalisés. La tactique de guérilla adoptée par les manifestants a compensé leur faiblesse relative en nombre. Ils étaient 3 000 à être installés sur les voies de chemin de fer. C'est à Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, qu'il y a eu l'unique bousculade de la soirée. Peu après, les CRS ont évacué la gare, suivis des manifestants. Dans la Drôme, à Livron et Volène, les opposants se sont laissés évacuer après avoir retardé le trafic de 2 à 4 heures. Dans l'Hérault à Lunel et dans le Gard, à Bagnols-sur-Cèze, même scénario, si ce n'est des voyageurs qui, lassés d'attendre, s'en sont pris aux manifestants. Nous, on n'a rien à voir dedans. Maintenant, on est bloqué pour quelle raison et pour toute la nuit. Si elles bloquaient le train, c'est bien, mais qu'ils affrètent des bus pour les passagers parce qu'on en a ras-le-bol. Dans le Var, enfin, en gare des Arcs, l'atmosphère comme le climat était plutôt coulante. On a fêté l'évacuation des voies en buvant un TGV, traduisait très grand vin du Var. L'heure maintenant est à la réflexion. Pour les associations, la lutte continue. La Provence espère toujours qu'on rejette le tracé TGV Méditerranée. Elle attend en fait un geste du gouvernement. 2 attentats contre des perceptions ce matin au Pays Basque. À Hasparren et à Saint-Palais, des bombes de fabrication artisanale ont causé de gros dégâts matériels sans faire de victimes. Commentaire de Huguet. 3h25 ce matin, réveil en sursaut pour les habitants de Saint-Palais, petite commune du Pays Basque. La recette perception, située en plein centre-ville, vient d'être plastiquée. Le bâtiment est quasiment détruit et le percepteur, qui dormait à l'étage, est légèrement blessé par l'explosion. Il s'est levé très rapidement du lit. Moi, je saignais abondamment de la tête, mais c'était assez superficiel. Et là, on a été dans le couloir, impossible de sortir. La porte était bloquée, la cloison ayant bougé. Alors on est sorti sur le toit. Et partant de là, on nous a amenés après à la clinique. 1 heure plus tard, scénario similaire à Hasparren, situé à une vingtaine de kilomètres de Bayonne. Mais cette fois-ci, l'attentat ne fait aucune victime, la bombe de fabrication artisanale provoquant seulement de gros dégâts. Ces plastiquages n'ont pas été revendiqués, mais selon les enquêteurs, ils portent la marque du groupe autonomiste dissous Iparet Arak. Celui-ci ne s'était pas manifesté depuis le 3 juillet dernier. Évasion de 6 détenus ce midi à la prison Sainte-Claire de Bastia. L'un d'entre eux a été repris en fin d'après-midi. 2 autres viennent d'être localisés dans la région. Les circonstances, Pierre-Jean Lucioni. 11h30 ce matin, des détenus reviennent de la promenade. Tout est normal dans la maison d'arrêt et rien ne laisse prévoir une action minutieusement préparée. En quelques secondes, sans armes, 6 détenus réussissent à immobiliser 2 gardiens.
Simultanément, d'autres détenus dans leur cellule effectuent une manœuvre de diversion en simulant une mutinerie. Tranquillement, les 6 prisonniers montent au 2e étage et se font ouvrir la double grille du Mirador. Le gardien obéit, les détenus menacent de tuer leurs 2 otages. Une fois sur les lieux, les 6 hommes grimpent facilement sur le toit à l'aide d'une cordelette de 25 mètres accrochée à une poutre de la charpente. Tour à tour, les 6 détenus retrouvent la liberté. À l'extérieur, 2 évadés prennent un automobiliste en otage, 2 autres partent sur une moto empruntée à des touristes italiens. Enfin, les 2 derniers disparaissent à pied dans les ruelles de la vieille ville. 5 détenus attendaient leur jugement depuis plusieurs mois. Ils sont accusés de vol à main armée, de coups et blessures volontaires ou encore de tentative d'assassinat. Le 6e avait été condamné à 7 ans de prison pour coups et blessures volontaires. Des hommes de l'inspection générale des services sont arrivés tout à l'heure à Bastia. Ils tenteront de faire la lumière sur cette énième évasion parfaitement réussie. La chasse à l'homme dans le centre de la France. Les 2 évadés de la prison de Guéret qui ont agressé des gendarmes vendredi soir en Saône-et-Loire. Les 2 hommes ont été reconnus dans le Doubs où ils ont commis un cambriolage. Leur cavale est retracée par Isabelle Clairac. Tout commence dans la nuit du 11 au 12 août lorsque Philippe Bourdet et Christian Gouillou s'évadent de la prison de Guéret dans la Creuse. Les recherches sont aussitôt lancées mais ce n'est que 5 jours plus tard qu'on les repère à Urigny près de Mâcon. Les 2 hommes attaquent alors des gendarmes qui voulaient vérifier leur identité. Avant de prendre la fuite, ils s'emparent de 2 pistolets automatiques. Aussitôt le plan épervier est déployé dans la région mais les fugitifs parviennent à passer entre les mailles du filet. Et puis samedi, c'est un enfant de 9 ans qui remet les gendarmes sur la piste. En vacances à Saint-Georges, dans le Doubs, Daniel est enlevé vers 16 h par 2 hommes qui pénètrent dans la cuisine. Le signalement qu'il donne de ses ravisseurs ne fait aucun doute, il s'agit bien des 2 hommes recherchés. Je prenais un mouchoir et puis il y a quelqu'un qui est venu me boucher la bouche, puis il a pris l'argent. Puis après, ils m'ont emmené jusqu'à la voiture et puis ils sont partis jusqu'à Lille. Après, ils m'ont déposé. Et toi, tu étais assis à l'arrière de la voiture? Oui, non, couché sur la banquette. Ils voulaient pas que tu les regardes? Non, parce que pour pas que je voie la route qui m'emmène. En gagnant la Franche-Comté, les fugitifs avaient sans doute l'intention de se diriger vers la frontière. Or, surprise, un gendarme aurait aperçu la Visa à l'entrée de Besançon environ 2 heures après l'enlèvement. Les 2 hommes auraient donc rebroussé chemin en direction du Jura. Actuellement, les recherches se poursuivent dans cette région. 6 500 000 francs pour la vente d'un yearling hier soir à Deauville. En l'absence des acheteurs arabes, c'est monsieur Kiyachiro Watanabe, éleveur japonais de son état, qui s'est porté acquéreur de ce joli poulain de 18 mois. À Deauville, reportage de Jean-Pierre Quinson et de Robin Teboul. Une signature en japonais qui vaut 650 millions de centimes. C'est le prix qu'a consenti monsieur Watanabe pour ce poulain B de 18 mois, présenté par le Haras normand du Quesnay. Monsieur Watanabe l'a emporté après une longue bataille d'enchères contre son compatriote, monsieur Zen. Cette somme établit un nouveau record en dollars pour le marché de Deauville, mais en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de la Besse. Hier soir, sur 95 poulains présentés, seuls 63 ont trouvé preneur, pour une moyenne d'un peu plus de 500 000 francs, en recul de 20% par rapport à l'an dernier. Et encore, heureusement que la présence renforcée des Japonais a compensé en partie l'absence des princes arabes. C'est vrai qu'on a du mal à certains chevaux qui ont un pédigré un petit peu juste et une conformation qui n'est pas parfaite. Personne ne met d'enchères dessus ce soir, mais je vous rappelle que l'année dernière, déjà le premier soir, c'était la même chose. On avait retrouvé des ventes plus homogènes les jours suivants. Les ventes avaient été précédées par les riches courses d'or Piaget réservées aux chevaux vendus à Deauville. Fait assez exceptionnel, les 2 épreuves ont été remportées par 2 des rares propriétaires français à avoir acheté des yearlings en 88 et 89. Ce clin d'œil de la chance n'a pourtant pas été suivi de beaucoup d'effets. Hier soir, seuls 2 achats ont été réalisés par des résidents français. Cyclisme, rugby, kayak, l'actualité sportive en bref, en France, dans le monde, et avec le commentaire ce soir de Didier Balèze. Victoire française au Grand Prix de Zurich, de bon augure à 15 jours des championnats du monde au Japon. À 47 km de l'arrivée, 3 hommes se détachent, Greg LeMond, Chiappucci et Mottet. Sur un parcours très sélectif de 240 km, le Dromois s'impose au sprint et confirme ses prétentions de capitaine de route tricolore. Lucien Bailly communiquera sa sélection définitive après l'ultime répétition de Plouet mardi soir.
Ouverture de la saison avec un choc en Challenge du Manoir. Toulon affronte Toulouse en blanc. Deux formations privées de plusieurs titulaires. Bianchi et Covy absents à Toulon. Charvet, Mazet, Portolan, côté toulousain. Devant 10 000 spectateurs, les Varois s'imposent grâce à cet essai, le seul du match, inscrit par David Joubert. Le nouveau buteur, Thierry Bruet, fera le reste. Score final, 16-6. La Coupe du Monde de canoë-kayak se termine en apothéose pour les Français. Chez les femmes, on attendait Myriam Jarouzelmi. C'est la Bretonne Anne Boixel qui s'impose, déjouant tous les pronostics. Côté masculin, le titre en canoë revient également au tricolore avec Emmanuel Brugvin. Par ailleurs, Jérôme Daille et Gilles Lelièvre accèdent également au podium. Un bilan tout à fait satisfaisant. Concert exceptionnel hier soir à Prague, celui des Rolling Stones. 110 000 personnes, toutes originaires des pays de l'Est, ont pris le premier grand bain rock de leur vie. Commentaire Emmanuel Franck. 110 000 voix l'ont scandé dans la nuit pragoise. Les tanks sont partis, les Rolling Stones arrivent. Le concert historique d'hier soir a drainé une foule de fans venus de toute l'Europe de l'Est. 2 heures de show ont enflammé le stade Stranov, plus habitué aux pompeux records sportifs des Spartakiades communistes qu'au déhanchement de Mick Jagger. Symbole clin d'œil du bouleversement culturel à l'Est, la provocatrice langue tirée, logo du groupe, avait remplacé sur son socle la statue de Staline. Commentaire donc d'Emmanuel Franck. Les rapports du tiercé écarté qui s'est couru à Deauville cet après-midi. Pour gagner, il fallait jouer le 16, le 8 et le 2. Pour gagner donc dans l'ordre 36 774 francs 60, 6 440 francs 40 dans le désordre. Et puis le quarté plus pour 8 francs, 239 388 francs si vous avez joué le 16, le 8, le 2 et le 5. Fin de cette édition. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré. Je vous retrouve pour Soir 3 à 22 h. Notre invité sera le cinéaste Michel Deville. Très bon début de soirée à tous.